Destin mécanique. Depuis toujours, je suis fasciné par les véhicules à moteur et cette passion ne m'a jamais quitté. En grandissant, j'ai découvert un autre plaisir, celui d'écouter les gens me raconter leur vie. C'est en réunissant ces deux univers que l'idée de ce podcast est née. Je vous emmène à la rencontre de ces femmes et ces hommes, inconnus ou méconnus, qui vivent cette passion à travers leur métier, la compétition, la collection, le rare et sous bien d'autres formes encore. Laissez-moi vous partager ces parcours captivants, remplis de défis, d'émotions et parfois de nostalgie. Je suis Laurent et vous écoutez Destin mécanique. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes. Soyez bienvenus et merci de prêter l'oreille à ce nouveau numéro de Destin mécanique, le podcast 100% passion, 100% moteur. Femme au volant, danger permanent ou femme au volant, rentrez vos enfants. Tout le monde connaît ces citations un peu machistes et qui sont en plus totalement invalidées par les statistiques. Mais pour les passionnés que nous sommes, quand on nous parle de femme au volant, nous pensons à Michèle Mouton, en dompteuse de monstrueuse groupe B, à Sabine Schmitz, la reine du Nürburgring, partie beaucoup trop tôt. Mais nous pensons aussi à nos gloires nationales d'hier et d'aujourd'hui, comme Nicole Sol, Vanina X et Sarah Bovy, pour ne citer qu'elles. Sur 2 ou 4 roues, sur nos routes, sur nos circuits et dans nos spéciales, elles sont nombreuses à se battre contre le chrono. J'ai donc le plaisir de vous partager ma rencontre avec l'une d'entre elles, Mercedes Stock, jeune pilote de kart-cross dans différentes disciplines. Bonjour Mercedes. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir au micro de ce podcast. Alors, avant d'aborder ta passion du pilotage, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots. J'ai 23 ans, j'habite à Tenneville, je suis chauffeur poids lourd à la laiterie des Ardennes à Libramont. Donc, chauffeur poids lourd à la laiterie, ça veut dire que tu vas collecter le lait dans les fermes ? Oui, c'est ça, je vais chercher le lait dans les fermes et je fais le changement de semis sur les parkings également. Puis je vais chercher du produit dans les usines pour remettre dans l'usine à Libramont. Alors, si on veut un peu se rendre compte de la complexité de ton métier, ça veut dire que tu sillonnes les campagnes très tôt. Tu commences vers quelle heure ? Tout dépend des tournées, sinon entre 5h et 6h du matin. Oui, donc voilà. Je pars principalement dans la Gaume, dans le Condro, et je vais du côté de Verviers. Donc on se doute, comme tu vas collecter tout ça dans les fermes, c'est beaucoup de manœuvres, on va dire, beaucoup de petits chemins, des demi-tours, des longues marches arrière, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu pour que les gens puissent se rendre compte de la difficulté de ce métier-là. Et alors, j'ai aussi le plaisir d'avoir ici autour de la table ton papa, Daniel. Bonjour Daniel. Donc c'est un peu vous qui êtes responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes vous-même pilote de kart-cross ? Je suis moi-même pilote de kart-cross depuis 24 ans à peu près. Depuis 24 ans. Oui. Vous avez toujours roulé en kart-cross ou vous avez essayé d'autres disciplines, enfin d'autres véhicules ? Disons que j'ai déjà fait, étant beaucoup plus jeune, les 12 heures de marche en voiture, des rallyes. Ok. Pourquoi le kart-cross ? Le kart-cross, c'est une autre manière d'être conduite et on a on va dire des sensations un peu plus fortes parce que il y a quand même beaucoup de puissance pour très peu de poids. Mais au niveau de la passion et de la naissance de la passion et du virus du pilotage de Mercedes, je suppose que c'est vous qui êtes responsable ? Disons que oui, involontairement, mon épouse avait accouché par exemple, et le week-end qu'elle est sortie de clinique, elle est déjà revenue sur les terrains. Donc, elle est baignée dans ce système-là depuis le plus jeune âge. Depuis son plus jeune âge, oui. Mercedes, à partir de quand as-tu eu envie de prendre le volant, de monter dans un kart-cross et d'y essayer ? Est-ce que ça s'est fait naturellement
à force de voir ton papa rouler, ou bien est-ce que tu as un souvenir de ça? Je vais pas dire depuis toujours, mais presque. Mais moi, j'ai commencé principalement avec une auto. J'ai fait de l'autocross. Ah oui. En 2018, j'ai fait Yves Laroche avec une Peugeot 306. Et je l'ai fait pendant 2-3 ans, il me semble. Puis, j'ai un copain qui vendait son carcross, un 2 chevaux. Je me suis dit, pourquoi pas. Okay. Donc, je l'ai acheté, puis j'ai fait Yves Laroche encore avec le kart. Puis, j'ai eu l'occasion d'essayer sur le slalom avec le 2 chevaux. J'aimais bien et tout ça. Et puis, j'ai mon frère qui m'a prêté son kart, donc le 600, et j'ai kiffé. Ça veut dire que, donc voilà, le premier autocross, tu avais quel âge? Ouais, j'étais mineure. Oui, tu étais donc voilà, tu as commencé, oui, tu as commencé l'autocross en étant mineur, donc ça veut dire que c'est accessible aux gens qui n'ont pas encore le permis. Oui, à voilà, partir de 12 ans, il me semble, oui. Ah oui, voilà, mais c'est bon à savoir. Donc on rappelle, l'autocross, ça se fait sur un terrain privé, une prairie bien souvent. Ouais, ça se fait dans un terrain, comme tu dis, un champ. Ouais. Il y a des organisations, Yves Laroche et l'écurie d'Esquiron. Avant, on avait Guy Lejeune qui faisait pain, moyen, enfin d'autres trucs, mais maintenant c'est perdu, quoi. Donc, Ça veut dire que très tôt, tu t'es mis en compétition. Oui, franchement, j'avais 16 ans, je pense. Ouais, 16 ans. On va dire 2-3 petits mots pour ceux qui imaginent d'un jour vouloir débuter. Est-ce que le slalom, c'est une porte d'entrée à la compétition automobile? Oui, clairement. Oui, clairement. Oui, parce que le problème, entre guillemets, pour faire de la course de côte, il faut avoir 3 ou 4 résultats à la ZAF. Ok. Donc, pour avoir la licence A3. Et si on n'a pas cette licence, on ne peut pas faire de grosses compétitions, entre guillemets. Ok. Donc, moi, ça m'a permis d'avoir cette licence-là et de progresser, de progresser, de monter. On va dire administrativement, qu'est-ce qu'il faut comme document, quelle licence il faut avoir pour commencer en slalom, par exemple? Il faut le document du médecin. Oui, tu as besoin d'un certificat médical pour montrer que tu es apte à conduire. L'autorisation parentale si on est mineur. Oui. Du coup. Oui. Et souscrire à une licence et ce genre de choses. Souscrire à une licence, oui, c'est ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le secteur, les licences, on va les chercher à la ZAF. À la ZAF. Qui est l'association représentative du sport automobile francophone. Alors le slalom, est-ce que toi peut-être ou Daniel, tu peux nous présenter le principe des courses de slalom? Ça se passe sur des routes fermées, des parkings souvent, je pense. Je pense principalement c'est des routes fermées, mais je sais que du côté de chez les Flamands, ils ont des parkings pour faire ça. Oui, ok. Le principe, c'est quoi? Tout simplement slalomer entre les piquets. Oui. On trouve ça un peu bête, mais c'est très physique, hein, franchement. Du coup, on doit slalomer, on ne peut pas toucher de piquet, sinon c'est 5 secondes de pénalité. Oui. Et si on oublie une porte, parce qu'on appelle ça une porte, on a 20 secondes de pénalité. Donc c'est rapidité, agilité, et voilà. Les vitesses de passage sont bien inférieures à la course de côte? Oui, largement. Après, on fait une moyenne. Les plus rapides font facile 60 km/h de moyenne. Oui, donc oui, c'est quand même rapide. C'est quand même rapide. Mais bon, voilà, ça veut dire que au niveau du matériel, quand ça se passe pas trop bien, on n'abîme pas de trop. Oui, non, franchement, tout ce qu'on a fait comme slalom, des griffes entre guillemets. Il y a eu des pneus crevés. Oui. Sinon, gros dégâts, non. Enfin, je sais que par exemple à Dom Martin, il y a un îlot, comme un rond-point. Oui. Je sais qu'il y a déjà des pilotes qui sont montés dessus, mais en général, il n'y a pas vraiment de gros dégâts. Oui, ok. Donc oui, pour les gens qui débutent, c'est bien à savoir. Pour les parents des gens qui débutent, c'est bien à savoir que la possibilité de se faire mal est un petit peu plus faible que la course de côte. Donc c'est important de le dire. Donc le slalom, est-ce qu'il y a beaucoup d'épreuves en Belgique? Ici au Luxembourg, on en a que 2. Ouais. Sinon, on doit aller on dit les Flamands, ou alors Liège ou le Hainaut. Ouais, donc ça implique ici, un peu de déplacement. C'est notre écurie qui est associée avec une autre, et ils font l'Onglier et l'Echeray. Ok. Par rapport au véhicule, on peut commencer quelque chose. Évidemment, comme c'est agilité, rapidité, c'est un véhicule qui est petit. Oui,
après, il y a quand même des grosses voitures. Hein. Des fois, ça nous choque. Hein. Ah oui. C'est trompeur. Et puis, avec la voiture de tous les jours, on peut faire ça aussi. Ah oui, voilà, mais c'est important que tu le dises. Ça veut dire que tu peux rouler la semaine avec ta voiture et le week-end, on met un numéro dessus, on est parti, on fait un salon. Il y en a beaucoup qui le font. Ils retirent les plaques pour être tranquille, entre guillemets, et ils mettent les numéros sur les portes. Et alors, magnifique. Hop, c'est parti. Je suppose que quand tu as commencé, ton papa, il t'a un peu soutenu, voire même qu'il t'a poussé. Est-ce qu'il t'a poussé, entre nous, hein, il n'est pas là, est-ce qu'il t'a poussé ou est-ce que tu as voulu faire ça par toi-même? Non, c'est par moi-même. Ok. C'est par moi-même. Ok. Et il a été d'accord? Quelle question. Et ta maman? Quelle question aussi. Ah ouais, ok. Donc ça, c'est familial et parce que bon, parfois comme ton papa pourrait être au courant de la dureté du milieu, des sacrifices que ça implique et aussi du danger, hein, on va en parler. Il aurait peut-être pu freiner des cas de fer, mais bon, non, il t'a soutenu, il a dit vas-y, fonce ma fille. Quoi. C'est sûr qu'il y a du danger, comme la course de côte, on va en parler après. Ouais. C'est vrai que on est, je vais pas dire presque à 200 km/h, mais on n'est pas loin, donc si on se rate, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, ouais. Mais moi perso, je me dis que le lundi, je dois aller dans mon camion et travailler, quoi. Qu'est-ce que tu as pu développer comme qualité dans le slalom? Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai quand même commencé avec le 2 chevaux, donc c'est rien à voir avec le 600, on va dire, mais sinon connaître la machine, principalement, parce que les coups de volant, il faut savoir où les mettre et quand accélérer, quand freiner. Puis ici, avec celui de papa, apprendre à le connaître surtout, parce que on fait quand même de la grande vitesse, donc si je freine trop tard, c'est un peu chaotique, et voilà, et les coups de volant. Avant d'aborder ton actualité, il faut préciser une chose, c'est que ici on est dans un podcast, le podcast va être diffusé sur Internet. À partir du moment où il est diffusé sur Internet, il a une durée de vie qui est infinie, et donc on peut tout à fait envisager que tes arrière-petits-enfants sont en train de t'écouter actuellement. Je ne sais pas si tu en es consciente. Et donc on leur passe le bonjour, et on va préciser aux gens que nous enregistrons cet épisode en mars 2025, afin que les gens puissent se situer par rapport à ta carrière et par rapport aux épreuves qui vont encore arriver. Alors, actuellement, que pilotes-tu? Je pilote un Barracuda 600 Yamaha. On va demander les détails techniques après à Daniel. Donc, car cross de marque Barracuda. 600, c'est la cylindrée du moteur qui l'équipe. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le car cross, d'office, c'est un véhicule qu'il faut absolument découvrir. Donc, tout comme j'insiste, il faut que les gens aillent voir un slalom parce que c'est très sympa. Et d'un point de vue spectateur, on voit une grosse partie quand même du tracé. Voilà. C'est pas comme le circuit où on se met sur un virage et on voit uniquement ce virage-là, mais il y a certains slaloms où on voit une belle partie du tracé. C'est très familial. Ouais. Il y a des voitures très sympas. Il y a de l'ancienne, il y a de la moderne. Moi, je ne peux que recommander aux gens d'aller voir le slalom. Je trouve que c'est un type de compétition qui est pas assez mis en évidence. Et en plus, c'est une formule idéale pour débuter. Donc, revenons au kart cross. Le principe, c'est un châssis tubulaire. Oui, c'est ça. Châssis tubulaire, avec, j'imagine, des suspensions assez complexes parce que toi, le kart cross, c'est principalement sur de l'asphalte, sur du dur, mais il y a aussi, tu peux pratiquer le kart cross en autocross ou en tout-terrain. En cross, ouais. Et c'est la même base châssis, c'est les réglages qui sont différents et les pneus qui sont différents. Donc c'est assez polyvalent. C'est propulsé par un moteur de moto, bien souvent. Oui. C'est une propulsion. C'est un véhicule que tu as acheté neuf ou c'est d'occasion? Comment on se procure ce genre de véhicule? J'imagine que toi, ça vient de ton papa. Moi, du coup, j'ai acheté le mien en 2022. C'est une connaissance qui l'avait, donc j'ai acheté d'occasion. Mais celui de papa, s'il est sorti d'usine. Daniel, on va parler kart cross. Est-ce qu'il y a beaucoup de marques qui proposent des kart cross? Oui, il y en a pas mal quand même. Il y a PRM, il y a Speedcar, Kamoto, et nous avons aussi Thierry Deville qui en fait. Rallyman belge très connu. Alors le principe du kart cross, châssis tubulaire. La motorisation, comment ça se passe? Vous achetez le kart motorisé ou bien vous avez votre moteur fétiche ou votre propulsion fétiche? Disons qu'ici, le tout premier kart que j'ai eu, qui n'était pas d'usine, j'avais un Honda. De l'Honda, j'ai regardé sur les courses et je trouvais que le Yamaha R6 tournait bien et ne cassait pas. Donc c'est pour ça que j'ai motorisé le mien avec un Yamaha. Pourquoi des moteurs japonais? J'imagine que le souci c'est d'avoir des moteurs fiables et aussi R6 parce que un moteur qui est disponible
en grand nombre, quoi. Il y a eu énormément de Yamaha R6. Il y a eu ça, et alors bon, bien souvent, malheureusement pour certains motards, on rachète le moteur qui n'a pas de kilomètres, et en même temps, c'est un moteur qu'on peut lancer facilement dans les tours. Oui. Et ce qu'on a besoin... C'est de la puissance au régime, c'est du au régime, quoi. Au régime. Alors, au niveau de l'adaptation du moteur, tu conserves quoi? L'ensemble, oui, forcément, moteur-boîte. Oui, l'ensemble moteur-boîte, et sur le châssis du kart, on monte à ce moment-là les pattes. Oui, les supports supports ressemblant aux supports de la moto. Oui, donc tu as inévitablement un gros travail d'adaptation. D'adaptation. Disons que le kart peut avoir tous les moteurs qu'on veut. À la limite, c'est parce que la réglementation nous bloque, parce qu'on pourrait mettre un air dedans. Donc, et on passerait dans une autre catégorie, mais ça serait aussi agréable. Mais c'est hyper spectaculaire, le carcross. Oui. À regarder, encore une fois, d'un point de vue spectateur, là, j'encourage les gens à aller voir aussi les courses de côte, mais les vitesses de passage sont impressionnantes et c'est hyper spectaculaire, le carcross. Oui, ça oui. Et disons que bon, il est temps d'avoir, on va dire, le bon coup de volant pour, avec la puissance qu'on a, quoi. Un moteur de R6, on est sur quoi? 120, 120 chevaux? Bon, ici, celui que j'ai monte quand même à 140 chevaux. 140 chevaux. Pour 300 kilos, ce qui pour 300 kilos. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est un rappeur puissance qui fait rêver. Et ce qui est bien sympa aussi, forcément, comme c'est un moteur de moto et qui monte dans les tours, c'est le son. Le son des cartcross, c'est vraiment extraordinaire. Donc, d'un point de vue spectateur, c'est génial. Alors, tu récupères la boîte. Ça veut dire que au niveau du poste de pilotage, c'est quoi? On remet les gaz au pied? Les gaz sont au pied? On remet les gaz, embrayage au pied. Pédale de frein comme une voiture. Ouais. Et on ramène sur un levier le système de vitesse aussi. Ah, ok. Donc, ça, c'est au fil des années, le monter dans un certain sens pour que quand on accélère, les vitesses passent. Oui, ok. Bête question de motard. La première, tu démarres, tu embrayes. Le reste, tu passes à la volée ou tu embrayes? Ça dépend. Il y a des fois que je passe à la volée. Merci, Daniel. Mercedes, est-ce que dans tout ce que tu pratiques actuellement, maintenant tu fais de la course de côte? Oui. Et du slalom toujours ou bien Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, alors la course de côte, juste une petite précision, par rapport au slalom, ça va un peu plus vite. La course de côte, on part en bas d'une côte, on arrive en haut. C'est le principe. Donc ça se passe un peu comme le slalom, ça ne se passe pas sur circuit, mais ça se passe sur des routes que l'on ferme pour l'occasion. Ça veut dire que par rapport à un circuit, vous n'avez malheureusement peu de zones de dégagement, il n'y a pas de bac à gravier, il n'y a pas de... Voilà. Les bords du circuit, c'est des maisons, des arbres, des rails et ce genre de choses. Donc c'est pour que les gens puissent un peu imaginer ce que ça implique. Par quelle course as-tu commencé, si tu t'en rappelles? À Scie. À Scie, oui. Qui est dans la région? Oui et non, on va dire. Elle est pas loin, mais voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton état d'esprit avant ta première course. Est-ce que tu as dormi la veille? J'ai quand même dormi, mais compliqué quand même. Tu avais quel âge? 20 ans. 20 ans. Oui, 20 ans. 20 ans, et tu avais des gens inscrits sur sur la ligne de départ comme ton papa qui était oui, bien sûr, il y a comme Joseph Ferraud, Anthony Miloun, c'est des habitués, quoi. Ouais, des gens d'expérience. Ils ont l'expérience, ils ont le volant, ils ont la machine, mais quand on arrive là-bas, déjà être une gonzesse au milieu de tous ces mecs, c'est pas évident. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour toi parce que tu te dis ou c'est compliqué parce qu'il y a vraiment un climat un peu sexiste au niveau de la compétition automobile. C'est tout, il y a un climat de macho. Ouais. Je reste quand même, dire, une gamine de 20 ans qui est là avec des gaillards qui ont une trentaine d'années, voire plus. Voir une fille débarquer, et je pense qu'ils n'avaient pas trop l'habitude. Et encore là, maintenant, c'est vrai que moi, tant que je finis la course, c'est le principal, donc je vois pas non plus le podium, ça sert à rien, parce que arriver à leur cheville, jamais de la vie. Mais j'ai cassé, j'ai fait des casses et tout ça, et on m'a envoyé un peu péter entre guillemets pour avoir des pièces, quoi. Ok, oui. Alors j'ai dit chacun pour soi. Il y a encore du boulot à faire. Est-ce qu'il y a une course que tu te dis c'est génial, celle-là j'adore, c'est vraiment ma course fétiche et Au niveau du parcours, j'aime bien celle de Scie et celle le M de Bommeré. Ouais. Même si elle est rapide, je l'aime comme bien. Ouais. Et celle qui est à côté de la maison, La Roche. Ok. Ouais.
Quand tu dis que tu aimes bien le parcours assis, qu'est-ce qui te plaît? Elle est technique et rapide, ouais. Ça te plaît? Oui, quand même. Ok. Petite question, je sais pas si ça a du sens ici, mais toi tu es plus glisse ou plus grip? Comment bien mener un kart cross sans trahir des secrets de famille? Je pense que le mieux c'est quand même gripper, parce que glisser, le temps de récupérer le kart et tout ça, on perd des secondes. Oui. J'en ai fait les frais l'année passée assis. Oui. J'ai fait une belle petite embardée, mais bon, l'embardier est disponible sur YouTube quand on cherche un peu. Et je me mets à la place des parents, j'ai encore regardé hier, et c'est quand même assez impressionnant. Vu de l'extérieur, c'est assez impressionnant. Je sais pas comment tu as vécu ça, mais à mon avis, ça a quand même dû taper un petit peu. Mais ce qui m'a fait en plus, on va dire le plus chier, clairement, c'est que le kart, il sortait de peinture. Ah oui. C'était la couleur que papa voulait. Ouais. Et la première course, allez hop, dans les pneus, ça m'a clairement embêté. Ouais. Mais sinon, la mécanique avait rien. Ouais. Et puis on est reparti là, mais bon. Oui, tu es bien reparti. Sur la vidéo, on voit que tu repars un peu énervé. Oui, voilà. Mais merci pour les gens, merci pour les spectateurs qui étaient là à ce niveau-là, c'était joli à voir. Donc parce que c'est du technique, le mieux c'est le grip. Moi, je vois un souci. Vous partez pneus froids. Alors que sur circuit, il y a les tours de formation, des tours de chauffe, la course de côte, vous faites des essais et vous partez pneus froids. Ça aussi, il faut savoir gérer. Oui, quand même. Parce que ici, par exemple, ce week-end, il y a Mont-Saint-Aubert. Là, aujourd'hui, on a quand même de la pluie, il fait pas des plus chauds, donc c'est embêtant. Mais je me rappelle, à La Roche, l'année passée, il faisait très chaud, c'était embêtant aussi. Donc au final, trouver un juste milieu, c'est très compliqué, parce que du coup, on commence la saison, c'est le printemps, entre guillemets, et on termine, on est en plein été. Donc ça a géré nous-mêmes, ça. On peut dire que c'est vraiment une très, très, très belle école pour apprendre à piloter. C'est sûr. Après, il faut pas jouer non plus avec le feu, parce qu'on finit toujours par se brûler. Après, je dis pas qu'ils ont joué avec le feu, mais j'ai des copains, du coup, qui roulent. L'année passée, ils ont fait des sorties, ça fait peur, quoi. Franchement, il y a 2 ans, il y a un copain, il est sorti, il a fait un tonneau. Ah oui. Donc, ça fait un peu froid dans le dos, et là, on se dit, faut pas jouer non plus n'importe comment. Oui, j'allais poser une question par rapport à ta gestion du danger, mais je vois que c'est vraiment, tu n'es pas dupe du tout. Tu sais que c'est un sport dangereux parce que il y a l'expérience de ton papa aussi et qui t'a probablement sensibilisé à ça. Tu sais que c'est un sport dangereux, mais tu as une approche, tu as une vingtaine d'années, mais tu as une approche très mature apparemment par rapport à d'autres personnes, et tu sais qu'à un moment, il faut savoir lever le pied pour encore rouler plus longtemps, quoi. Quelques petites questions à Daniel. Daniel, tu roules encore actuellement? Oui, je roule encore actuellement. Quelle machine? Toujours sur mon kart avec. On se partage. Ah oui, vous partagez mon kart, quoi. Une petite appréhension quand Mercedes prend le départ? Toujours un petit peu, oui. Disons que on n'est pas à l'abri d'une petite erreur qui peut apporter des conséquences peut-être un peu plus fortes, quoi. On va faire semblant qu'elle n'est pas là. Vous êtes content de sa progression? Ah oui, ça oui, par rapport à la mienne, Ah oui. Disons que, elle a eu la chance que je pouvais lui passer un véhicule. Oui. Mais disons qu'elle progresse bien. Quand on voit ses frères qui roulent sur, on va dire, les mêmes machines, elle est plus posée, je crois qu'elle arrivera quand même à de bonnes choses. Ça veut dire que dans la course automobile, le côté tête brûlée fait rouler moins vite que le côté un petit peu réfléchi. Rouler avec sa tête, ça fait gagner des secondes. Disons que ça fait gagner pas mal. Ah oui. Parce que on va dire la tête brûlée va glisser peut-être plus. Oui. Donc il faut récupérer le véhicule, il faut le remettre sur les bonnes rails. Oui. Ça ne passerait pas bien. Ah oui, donc mais c'est un beau message. Rouler avec sa tête, ça fait gagner des secondes. Alors, il n'échappe à personne que la course automobile, la compétition automobile, les sports mécaniques en général, ça coûte. Je suppose que c'est un vrai défi d'essayer d'avoir du budget pour rouler aux courses auxquelles tu veux participer. Ouais. Par rapport à une course comme une course de côte, les frais d'inscription se montent à combien, par exemple? Entre pour ne parler 130 et 150 euros. Voilà, 130, 150 euros de paperasserie, on va dire, avant de rouler. Au niveau du matériel, là aussi, c'est très coûteux. Oui. Est-ce qu'on peut parler, d'un prix moyen pour acheter un kart cross, on va dire, compétitif en bon état? En bon état,
qui a bien été entretenu, surtout, parce que j'en ai fait les frais. Je vais dire entre 8 000 à 10 000 euros d'occasion. C'est un vrai budget. Et si on va aller dans l'extrême, par exemple, celui de Thierry-Neuville, je crois que c'est une histoire de 30, 40 000. Oui, il me semble que c'est un truc comme ça. Oui, c'est un budget. Oui, donc c'est un vrai budget. Sans moteur. Ah oui, donc ça c'est le prix sans moteur. Ok, ouais. Pour le 600 par exemple, vous cassez un moteur, on va dire un moteur complet. Si on veut un moteur complet de réserve, ça se trouve à combien en gardant l'idée qu'il faut le réviser, ce genre de choses. J'en ai fait les frais il y a 2 ans. Oui. Moi j'ai remis un Suzuki, ça m'a coûté 3 500 euros. Ah oui. Oui, donc quel est ton moyen pour toi de trouver ce budget? Là, pour le moment, travailler. Oui, travailler, ouais. Sinon, oui, on a la recherche de sponsors, parce que ici, je voudrais bien viser le podium pour le slalom. Oui. Donc, faire un peu plus de courses pour essayer de monter une marche. Oui. Et en course de côte, apprendre et tout ça, mais il faut quand même faire pas mal de participation. Oui. Et si j'ai la chance, je voudrais bien participer aux 24 heures de chevaux au mois d'octobre. Oui. Mais c'est 5 000 euros. Oui, pour avoir le volant, on va dire. Le volant entre les mains, oui. Oui, ok. Moi, j'ai envie de faire passer un message. Ici, on va profiter de ta présence. C'est que tu débutes. Et si on veut avoir des jeunes filles ou des jeunes pilotes qui reprennent le flambeau, il faut parfois y mettre les moyens et il faut surtout y croire. Donc, il y a bien souvent des gens qui se lancent dans le sponsoring parce que la personne est un peu connue ou commence à avoir un certain succès ou parce qu'on voit beaucoup son nom un peu partout. Mais c'est pas à ce moment-là que les gens ont besoin de soutien. Les gens ont besoin de soutien beaucoup plus tôt. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde d'essayer de mettre le pied à l'étrier des gens. Donc voilà, on a quelqu'un de la région de Tenneville qui en veut, qui est soutenu par sa famille, qui a des ambitions, mais en même temps, on voit que tu as la tête sur les épaules. Donc on ne peut que supposer que ta progression va être constante parce que tu es encore très très jeune. On sent vraiment que tu ne fais pas ça sur un coup de tête, que c'est une passion qui est chevillée au corps, enfin qui est génétique dans ton cas. Donc Mercedes cherche à être soutenue dans ses débuts de carrière. On comprend tous qu'elle est hyper motivée et que le talent est en train de grandir. Et donc allez-y, foncez parce que c'est maintenant, parce que plus tard ce sera trop tard. Il y aura trop de gens qui voudront te sponsoriser. Et le kart cross, il y aura beaucoup de place pour mettre les stickers. Donc voilà, si vous voulez avoir une belle place, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ta prochaine course, c'est quand? C'est dans 2 semaines, à Scie. Ah si. Bommeré, c'est en août. Est-ce que tu fais quelque chose entre les deux? Est-ce que tu as une course entre les deux? Par où commencer? Ah oui, d'accord. Non, ici je fais Scie, La Roche, normalement la Ridéglan. Oui, donc ça veut dire, oui, mais voilà, ça veut dire par là que tu as une vraie visibilité, que les personnes qui décident de te soutenir, leur nom va être un petit peu, va être vu très souvent. Tu ne te contentes pas de faire 2 courses sur l'année. Et donc, c'était pour motiver les gens qui nous écoutent à te suivre et à te soutenir. Tu nous parles de week-end de course. J'aimerais bien savoir l'impact que ça a sur ta semaine. Comment ça se passe un week-end de course de côte? Bon, on imagine qu'il y a toute la préparation du véhicule ou ce genre de choses, mais la course, ça se fait le dimanche, bien souvent. Mm-hmm. Ça veut dire que tu arrives sur place le samedi, le vendredi. Comment ça se passe un week-end de course? Ça dépend. Du coup, la semaine, je suis dans mon camion. Oui. Et j'ai de la chance que papa est là, que maman aussi est là. Oui. Comme ça, ils peuvent préparer le kart, mes équipements, tout ce qu'on a besoin, la tonnelle, toute l'intendance, la logistique, la les nourriture repas. aussi, parce que. Oui. Voilà, sinon oui, bien sûr, on peut crever de faim. Oui, mais c'est comme tu nous dis que c'est physique. Si on veut que la machine tourne, il faut alimenter les 2 machines. Oui, voilà, il faut mettre de l'essence dans les 2. Tout dépend de où ça se trouve. Sinon, le samedi, fin d'après-midi, je vais rejoindre mes parents parce qu'eux, ils partent d'office le samedi. Oui, eux, vous êtes déjà sur place pour le samedi pour monter tout ça. On a la caravane et tout ça, donc ils peuvent dormir sur place. Oui, donc oui, voilà, c'est important. Ça veut dire que à côté de ça engendre évidemment des frais. Tu as besoin d'un endroit pour dormir, de tonnelle, tu m'as dit. Donc voilà, on se déplace en caravane sur place, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ici. On a de la chance d'avoir une grande voiture, donc on met un matelas souvent avec mon compagnon pour dormir dedans. Ok. Voilà. Et puis le dimanche, jour de course. Mm-hmm. Donc on se lève, on fait les essais. Mm-hmm.
Puis souvent on fait une petite coupure, le repas, puis on repart pour 3 officiels. Ok, 3 montées officielles chronométrées. Mais bon, des fois, le samedi, je roule aussi avec le camion. Ouais. Ça dépend. Ah oui, oui, pour ton boulot, quoi. Tu roules le samedi. Oui, c'est ça. Donc, souvent, le samedi, quand je roule, je rentre du boulot, je dois encore me préparer, puis y aller, quoi. Ouais. Donc, c'est pas des week-ends tout repos. Non, j'imagine. Les vérifications techniques, elles se font le samedi ? Elles se font le samedi et des fois le dimanche matin. Avant les premières montées. Ok. Le dimanche, quand c'est fini, remballe tout. On remballe tout. On boit une petite bière pour décompresser, clairement. Pour vraiment décompresser. Puis souvent, on attend la remise des prix. Ouais. Et puis seulement, on rentre à la maison. On décharge tout. Souvent, c'est le lundi. Ah, ok. Vu qu'on rentre des fois à des heures très tardives. Oui, ça prend énormément de temps au niveau de la vie familiale. Donc, il faut vraiment... En tout cas, au moins dans ton cas, un compagnon qui accepte ce genre de choses. J'ai de la chance que... Même si des fois c'est un peu compliqué, j'ai de la chance qu'ils me suivent partout quand même. Ouais. Il fait de la compétition lui-même ou il n'est pas du... Non, pas du tout. Ok. Non, pas du tout. Mais il a un vrai goût pour ça, quoi, forcément. Oui, il aime bien la vitesse comme moi, quoi, mais il en fera pas. Ok. Est-ce que, par rapport à ta jeunesse, à tes débuts, est-ce que ça a demandé des sacrifices pour toi ? J'imagine que un week-end de course, tu sors pas la veille ou tu sais pas sortir ce jour-là au soir. Enfin, c'est compliqué, quoi. J'ai de la chance déjà de pas sortir. J'aime pas vraiment tout ce qui est bal et tout ça. C'est vraiment pas mon genre. Je préfère faire une bouffe, on va dire, entre copains à la maison, être vraiment tranquille. Sinon, c'est plus des trucs financiers. Oui, c'est ça. Oui, financièrement, si tu veux rouler, tu pars pas en vacances ou tu... Oui, voilà, c'est vraiment mettre de côté pendant l'intersaison ou des machins ainsi, mais c'est très compliqué. On a parlé sponsoring, tu m'as dit que tu étais dans une écurie. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas peut-être les moyens ou la possibilité de te sponsoriser. Est-ce que vous organisez des soupers ou ce genre de choses ? Ouais. Avant nos épreuves, donc le slalom de Longwy et de l'Escheret, le samedi soir, souvent ils font un petit souper. Des boulettes, des tartiflettes. Oui. Donc ça veut dire que si des particuliers veulent apporter leur petite pièce pour te soutenir, c'est aussi une belle manière de faire ça. Oui, ils peuvent venir le samedi soir, ça fait vraiment plaisir de se sentir soutenu, quoi, franchement. Ah oui, ok. Je voudrais aussi aborder l'aspect spectateur. En tant que spectateur, on apprécie énormément de voir ce genre de course parce qu'il y a tout un tas de passionnés qui nous écoutent et qui adorent se rendre sur les courses de côte et ce genre de choses. Mais vous, en tant que pilote, comment vous percevez les spectateurs ? Est-ce que c'est plus sympa pour vous de rouler quand il y a du monde ou ça change pas tellement parce que vous êtes dans votre bulle, vous êtes concentré ? On est dans notre bulle, mais ça fait toujours plaisir de voir du monde. Mais ça sera encore plus plaisant s'ils respectent les normes de sécurité. Tu fais bien d'en parler parce que dans un rallye, il y a souvent, malheureusement assez souvent des épreuves qui sont neutralisées parce que les spectateurs ne se comportent pas bien. Et donc ça, il faut oser en parler aussi. C'est encore mieux quand c'est un pilote qui en parle. Donc vous êtes les premiers à être embêtés par ce genre de suppression, les premiers à être un peu freinés dans votre élan parce qu'il y a des gens qui sont mal placés. Et donc si on veut un sport spectaculaire et de qualité, il faut respecter les consignes. Alors évidemment, en tant que spectateur, c'est pas toujours évident. On a toujours envie de se placer à un endroit qui est très spectaculaire où ça passe vite et où on voit vraiment les voitures de près. Mais souvent, ça implique que c'est les endroits les plus dangereux. Donc c'est très bien. Mais ça vous fait plaisir quand il y a du monde qui vous encourage sur le bord de la piste et vous le ressentez, vous le voyez, quoi. Oui, ça fait plaisir parce que il y a des fois, les copains, ils viennent quand même nous voir. J'en parle, on va dire, même à mes collègues. On viendra te voir. Et ça m'est déjà arrivé de voir de mes collègues au bord de la piste. Des copains aussi. Ils font souvent 1 heure de route. Ils viennent me voir. Ils viennent même manger un bout, tout simplement. Mais c'est le fait qu'ils soient présents qui font vraiment plaisir. Ah oui, donc voilà. Et moi de mon côté, je ne peux qu'encourager les gens qui ne connaissent pas ce type de course, comme la course de côte ou le slalom, à se rendre par simple curiosité. En plus, c'est souvent pas cher. Quand il fait bon, il y a rien de plus agréable que d'être comme ça en plein air et regarder les voitures passer. Et
c'est toujours très surprenant, quoi. On va voir ça un peu, allez, je vais aller voir une course de côte, et finalement, on prend une énorme claque quand on voit les voitures rouler, et les vitesses de passage, c'est parfois, c'est souvent très impressionnant. Donc, belle idée de sortie, et en tout cas, c'est une belle manière de soutenir le sport mécanique aussi. Aller sur les circuits, aller sur les épreuves de rallye, aller sur les courses de côte. Alors Mercedes, est-ce que tes performances sportives sont reconnues au niveau de ta commune ou quelque chose comme ça? Oui, l'année passée, on a eu le prix d'honneur pour moi et ma famille. Donc pour papa, moi et mes 2 autres frères. Ça fait plaisir d'être, pas dire reconnu dans la commune, mais au moins on se fait connaître un peu cette passion. Ah oui, donc le papa m'apporte le prix d'honneur, effectivement. Je vois le centre sportif pluricommunal de Tenneville-Saint-Aude et Bertogne qui remet le prix d'honneur 2024 à la famille Stock pour l'ensemble de son œuvre. Félicitations à la famille, ça fait plaisir. Alors Daniel, j'aimerais avoir ton avis sur l'évolution du sport mécanique, comme tu as déjà plus de 20 ans d'expérience là-dedans. Est-ce que c'est plus compliqué de débuter aujourd'hui qu'avant? Disons qu'un petit peu plus, oui. Il y a un peu plus de réglementation qui s'est ajoutée, oui. Et des normes aussi de sécurité qui valent la peine, mais pour un jeune qui démarre, c'est plus... Oui, ok. Pour un jeune qui démarre, il faut une enveloppe un peu plus conséquente. Ouais, ok. Ah oui, quand tu parles au niveau de la sécurité, ça veut dire que l'équipement lui-même, ce que tu portes, casque, combi, ça c'est beaucoup plus cher maintenant, tout ça qu'avant? Disons que plus cher, oui, mais par rapport à avant, bon, il faut une salopette téléfugée, il faut les combinaisons, en fait. Tout doit être homologué. Et, bon, c'est voilà, un peu comme demande, mais pour un jeune qui démarre, c'est nettement plus cher. Oui, ça veut dire en plus tout ça, ça n'influence en rien la performance. Donc c'est vraiment avant de débuter, il faut un équipement, il faut aussi un investissement pour l'équipement, indépendamment de la voiture. Et ça, il faut vraiment tenir compte. Et ça, il faut aussi tenir compte. Oui. Ouais, ok. Et au niveau de l'ambiance, du sport mécanique, est-ce qu'il y a plus ou moins de spectateurs qu'avant? Sur le bord du circuit, sur le bord des... oui, je pense, par rapport un peu moins. Un peu plus. Un peu plus. Ah oui, c'est bon, c'est rassurant. Est-ce qu'ils sont plus indisciplinés maintenant qu'avant? Plus indisciplinés qu'avant. Ah oui, malheureusement, oui. Ah oui. Donc, un petit effort à faire au niveau des spectateurs et du respect des consignes. Des consignes. Oui, c'est dans l'intérêt de tout le monde, comme Mercedes nous le disait. Pour vous aussi, ça joue... Disons que si, malheureusement, les spectateurs continuent un peu à être indisciplinés, on risque de nous supprimer ce sport mécanique qui, pour certaines personnes, apportera de l'eau à le... Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, pour les personnes qui veulent la fin du sport auto, c'est bien de jouer là-dessus, quoi. Donc il faut pas leur donner des munitions pour nous abattre. Oui, tout à fait. Est-ce que le calendrier est beaucoup plus maigre? Est-ce qu'il y a des épreuves qui ont été supprimées et qui n'existeront plus? Ah oui, il y a quand même des épreuves qui ont été supprimées parce que avant on commençait la saison, c'était tous les week-ends. Oui. Tandis qu'ici, ça commence à devenir un peu plus élagué. Oui, la saison, elle commence quand? Elle se finit quand? Plus ou moins? Elle commence maintenant, on va dire aujourd'hui, oui, c'est ça, et jusqu'au fin octobre. Ok, et donc l'hiver, c'est les travaux d'hiver, c'est remettre les voitures en état, refaire les révisions complètes. Les révisions complètes. Et essayer d'apporter un petit plus pour améliorer la conduite. La petite touche du sorcier. Si on veut. Oui. Les petits secrets, mais ça, on va pas en parler ici, des secrets pour que ça aille bien. En dehors des compétitions, vous n'avez pas l'occasion de vous entraîner ou de rouler? Non. Ça, il faut trouver un terrain pour pouvoir le faire, mais pour avoir des autorisations pour avoir ça, c'est très dur. Donc, non. Oui, donc tu redécouvres le kart au moment où tu commences la saison, et donc on profite pleinement des séances d'essai pour améliorer, pour affiner et voir si on n'a pas fait d'erreur. Alors Mercedes, on a parlé de tes débuts, on a parlé de ton actualité et le futur proche, on va dire. Par rapport à ton futur, comment tu te vois évoluer? Doucement mais sûrement. Oui. Moi ici, comme j'ai dit, je voudrais bien être sur le podium sur le championnat du slalom.
vu que j'ai été 4e cette année, je pense qu'il y a peut-être moyen de grappir. Mais sinon, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement, ouais. J'ai pas envie de brûler les étapes et au final me brûler et me casser la gueule, clairement, ça m'intéresse pas. Ok. On va se projeter encore plus loin. Est-ce que tu laisserais tes enfants débuter là-dedans aussi? Bien sûr. Bien sûr, sans problème. Oui, franchement, oui. J'ai eu la chance de le faire et je vois pas pourquoi moi je pourrais pas les laisser faire. Ouais, je sais qu'il y a du danger et tout ça, mais s'ils sont raisonnables, oui, c'est ça. Tu les mettrais au courant de la réalité des choses, du danger, ce genre de choses. Ouais. Donc voilà, l'avenir me le dira. Tiens, est-ce que tu as, au niveau de la course de côte ou alors au niveau général, est-ce que tu as un pilote qui t'inspire ou que tu as toujours admiré? Actuel ou du passé? Non, personne. Non. À part mon père. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Mais pas un pilote fétiche que tu aimerais rencontrer ou non? Oui, à part Fernando Alonso. Fernando Alonso, ben oui, voilà. Voilà. Mais sinon, non. Ok, c'était un peu pour un peu situer. Donc, au niveau du sport auto, que tu aimes voir ou regarder, bon, j'imagine que tu regardes les autres concurrents des courses de côte, mais est-ce qu'il y a une discipline sportive, sport méca que tu aimes bien regarder ou que tu te lèves pour regarder à la télé ou ce genre de choses? Non, absolument pas. Pas une fan de F1? Ouais. Quand j'étais encore à la maison, oui, mais à l'heure actuelle... Pas vraiment, plus vraiment. Il y a plus grand chose qui non, franchement. Okay. Alors Mercedes, petite question un peu sur le côté, mais qui renseigne toujours beaucoup sur la personne qui répond. Sans limite de moyens, on va être généreux. Qu'aimerais-tu avoir dans ton garage de rêve, que ce soit en voiture de tous les jours ou pour toi participer à tes courses? En voiture de tous les jours, vraiment grosse voiture, je dirais une RS6 avec un petit V8. Oui. En petite voiture de tous les jours, je dirais peut-être une 205 GTI. Ah oui. C'est marrant parce que voilà, c'est pas du tout de ta génération. Non, pas du tout, mais j'ai toujours kiffé tout ce qui est Peugeot ou alors une 306 Maxi comme oui. Sébastien Loeb. Ouais. Je dis absolument pas non. Et sinon, en voiture de compétition, au début, mon plus grand rêve était d'être pilote de course, mais genre Formule 1 ou un truc comme ça. Donc monoplace, donc 100% grippe. Mais sinon, comme ça, j'ai pas vraiment pas dire de grands rêves, mais... Au niveau de la course de côte, enfin pour moi, le plus spectaculaire, le plus impressionnant, ce sont les kart cross. C'est peut-être pas eux qui font les meilleurs temps, mais on voit souvent de belles monoplaces. Est-ce que pour toi, c'est une envie de passer sur la monoplace ou bien tu préfères tirer à fond, enfin développer à fond le kart cross? Essayer, pourquoi pas. Ouais. Parce que c'est vrai qu'ils ont encore des plus gros moteurs que nous. Ouais. Franchement, pourquoi pas. Si j'ai l'occasion... Oui, c'est ça. Oui, pourquoi pas, franchement. Juste essayer. Est-ce que dans ton parcours automobile, compétition ou non, est-ce qu'il y a un véhicule que tu as pu essayer qui t'a vraiment impressionné, qui t'a laissé un bon souvenir, tu t'es dit waouh? J'ai pu essayer une R8. Ah oui. Sur le circuit de Mettey. Oui. Et c'est vrai que j'ai vraiment bien kiffé. V10? V8, il me semble. Ouais. Ah oui. Et donc ça t'a vraiment bien plu? Ah oui, j'ai fait une petite pointe à 230 là. Comment tu vois l'évolution de la voiture actuelle? L'électrification, toutes les assistances électroniques, ce genre de choses. Pas génial? Pas génial, hein. Rien que tel qu'un moteur bien thermique et au pire qu'on peut faire du bruit, enfin tout ce qu'on peut rêver. Mais l'électrique, on n'aura pas les sensations de... Comment je peux dire? Passer les vitesses, que le moteur fasse du bruit, machin. Ouais, les sensations. Oui, on n'aura pas ça. Ok. Encore une fois, les gens qui veulent te soutenir dans ton parcours sportif sont appelés à se manifester auprès de toi. Comment on peut te contacter? Est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, ce genre de choses? On a une page sur Facebook, la Team Stock Car Cross. Oui, Team Stock Ou alors tout simplement sur mon Facebook. Mercedes Stock, sur Facebook principalement. Oui, sur Facebook principalement. On peut aussi me contacter directement et je ferai le relais sans aucun problème. On l'a dit aussi que si on veut te soutenir, si on n'a pas d'entreprise ou si on ne sait pas te sponsoriser, c'est participer à tes soupers. C'est aussi venir te voir et t'encourager.
Ouais. Alors, je voudrais faire un petit mot là-dessus aussi, c'est que évidemment, les week-ends de course, vous êtes toujours hyper occupés, ce genre de choses, mais s'il y a des spectateurs qui veulent vous approcher, vous parler, à condition que vous ne soyez pas occupés, ou vous demander des renseignements, on peut toujours aller vous trouver, les paddocks sont ouverts. Oui, on a déjà fait monter, je me rappelle, je crois qu'il y a 2 ans, on a fait monter des petits gosses dans le kart, parce que déjà avoir une fille au volant de ça, c'était impressionnant. Bien sûr. Et ils voulaient voir un peu comment ça se passait, entre guillemets, donc ils étaient tout contents. Oui, voilà. Donc voilà, raison de plus pour aller sur les courses de côte et sur les slaloms, c'est que c'est très familial, vous êtes hyper abordable, et on peut vous approcher de près, et approcher les voitures de près, on peut même monter dedans, d'après ce que tu viens de nous dire. Prochain rendez-vous pour t'encourager en course de côte, c'est dans 2 semaines, le 5 avril à Scie. Le prochain slalom, ton prochain slalom? Le 1er mai à Marchin. Ok, on se donne rendez-vous là-bas. Avec plaisir. Est-ce que tu as encore un mot de la fin, une conclusion à ce niveau-là? Si quelqu'un veut bien me soutenir, je dirais pas non, comme ça, ce qui peut me permettre de faire plus d'épreuves, ce qui peut me faire monter dans le classement, on sait jamais, qui tente rien à rien. Alors avant de terminer, moi je voulais encore te remercier, ainsi que ton papa et ta maman qui n'a pas dit un seul mot parce qu'on lui a pas tendu le micro, mais qui étaient là pour te soutenir au micro. Alors je vais te souhaiter le meilleur pour la suite. De toute façon, moi je ferai partie des gens qui te suivront de près. Je pourrais dire dans 10 ans, c'est moi qui ai fait son premier interview. Oui. Quant à vous, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Destin Mécanique. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast. Je vous invite à me faire part de vos commentaires sur Facebook, sur Instagram ou par mail à l'adresse destinmécanique@gmail.com. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes.